Bonjour à tous, donc avec la preview donc, de l'UFC Fight Night qui aura lieu donc samedi, ce samedi, donc 19 septembre, dont le main event est Colby Covington contre Tyron Woodley. Je vais pas forcément faire des previews pour tous les shows de l'UFC, parce qu'il y en a un par semaine, ça peut être un peu laborieux, à voir aussi en fonction de comment je sens que ça vous intéresse ou non. En gros, je vais vous dire tous les combats, enfin je vais vous parler de tous les combats qui m'intéressent un peu. Il y a plein de choses. En fait, dans une soirée de l'UFC, il y a plein de façons de s'intéresser à des combats. Il y a des combats entre deux gars qu'on aime bien ou qu'on connaît, mais bon, qui n'ont pas forcément un intérêt sportif de fou, mais ça peut être sympa. Ou des combats qu'on regarde parce que ça va être spectaculaire, donc vraiment pour le kiff du combat. Et puis il y a des combats aussi, et là il y en a pas mal dans cette soirée-là. C'était le cas aussi dans le dernier UFC Fight Night, dont j'ai pas fait de recap ni rien, mais si ça peut vous intéresser, il y a quelques combattants que j'ai un peu ajouté à ma liste inconsciente des combattants que j'ai envie de suivre. Donc je pourrais en parler à la limite, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, sur cette soirée-là, il y a quand même pas mal de combats intéressants. C'est une très bonne carte du UFC Fight Night. Il y a pas mal de combats qui auraient mérité une place peut-être sur un pay-per-view pour avoir encore plus d'exposition. Et donc je voudrais attirer votre attention dessus. Donc je vais vous parler de 4 matchs de la carte préliminaire et de 1, 2, 3, 4, 5 matchs de la carte principale. Donc quand même, très rapidement, en vous donnant un petit peu le background et ce qui fait que ça m'intéresse, les cotes par rapport aux favoris du combat et mon pronostic éventuel. Et si vous pariez sur le MMA, peut-être des tips parce que jusqu'à maintenant j'en suis plutôt bien sorti sur mes pronostics, donc même si ça n'a pas apparu dans des vidéos, ne cherchez pas. Mais voilà. Alors je commence tout de suite. Dans la carte préliminaire, on a un match entre TJ Laramie et Derek Miner. Donc clairement des mecs pas connus du tout. Sauf que TJ Laramie c'est un gros prospect, enfin gros, un prospect du Canada parce qu'il a que 22 ans, il a 12 victoires, 3 défaites, dont 7 KO. Il fait ses débuts à l'UFC, il a aussi des soumissions d'ailleurs. C'est un featherweight et il affronte un vétéran spécialiste des soumissions. Donc TJ Laramie c'est plutôt un striker même s'il est plutôt doué partout. Il affronte un vétéran qui est spécialiste des soumissions, donc opposition de style, ça devrait être intéressant. Et ça va être un très bon test pour voir si Laramie justifie son potentiel de prospect, sachant qu'il a que 22 ans et que il peut très bien perdre, mais on peut avoir des enseignements quand même positifs sur lui dans ce match-là. Donc c'est pas forcément juste il faut qu'il gagne, mais s'il gagnait de façon impressionnante, on pourrait se dire attention, compte tenu de son âge, ça pourrait être un gars à suivre par la suite. Donc combat intéressant à ce titre-là. Moi j'aime bien ce genre de combat où, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut rajouter un combattant un peu à sa liste, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que la plupart des fans c'est comme ça. On a tendance à avoir un certain nombre de combattants qu'on a, plus ou moins un grand nombre selon le degré de fanitude qu'on a. Voilà, moi par exemple, vous pouvez très bien suivre que 5-6 gars dans une division, et puis peut-être que vous en avez 15 dans une autre. Des gars que vous suivez, que vous dites tiens, je connais ce gars-là, il peut être intéressant, je vais aller voir son combat. Moi pour l'instant, c'est le cas d'aucun des deux, mais TJ Laramie, je me dis il y a moyen que ça devienne ça. Je pense qu'il va gagner, il est très gros favori, puisqu'il a une cote de 1,31 sur Pinnacle Sport, le site que je consulte pour les paris en ligne. Voilà, je sais pas si je parierais dessus parce que la cote me paraît quand même assez faible par rapport aux chances de victoire de Laramie, parce que c'est pas un adversaire de merde qu'on lui a mis. Mais enfin, c'est clairement, je pense que l'UFC a mis là un combat pour voir un peu ce que son adversaire, c'est le genre de mec qui a autant de victoires que de défaites sur les derniers matchs. Donc il n'est pas très impressionnant, mais il est solide et c'est plutôt un spécialiste des soumissions. Donc intéressant parce qu'il va sûrement essayer d'aller au sol. Laramie va vouloir rester debout. Dans la petite cage, ça peut être tendu, parce que c'est dans la petite cage à Las Vegas. Donc voilà, une petite curiosité. Deuxième combat donc, sur lequel je veux attirer votre attention rapidement, je vais vite. Hein. Je ne sais pas non plus des combats de foufou. Randy Costa contre Johnny Newsom. Alors c'est pas Newsom, pardon. Donc je les connais pas du tout pour l'instant les deux. Mais Randy Costa c'est un jeune qui a 7 victoires, une défaite, que des KO. Quand je dis jeune, il a 26 ans. Et face à lui, un gars qui a plus de skills en soumission, mais qui aime bien faire des KO aussi, qui est plutôt debout. Ils ne sont pas forcément tous les deux, a priori, d'un niveau incroyable, mais Randy Costa étant jeune et ayant plein de KO, on ne sait jamais, il peut y avoir un petit truc qui se crée autour de lui. Donc j'ai envie de voir, et je pense que ça devrait être fun, et je pense que ça se finira par KO. Étonnamment, la cote, Johnny Newson est le favori, alors que moi, comme ça, en regardant un petit peu des images des deux, vite fait, et en me renseignant sur les deux, j'aurais tendance à penser que Costa va gagner. À voir. Je suis en train de regarder en même temps un petit peu si. Voilà, Journée Nous Sommes, sa cote elle est de 1,79. Donc c'est pas non plus un gros écart contre 2,11. Donc c'est quand même relativement serré, mais voilà, peut peut-être faire tomber la plus grosse cote des deux. En parlant sur Andy Costa, mais en tout cas un combat qui devrait être spectaculaire et
potentiellement, pourquoi pas aussi là encore découvrir un gars intéressant par la suite. Bon, ça m'intéresse moins que le premier match dont je vous ai parlé, mais quand même. Déjà, je pense que ça sera plus fun que le premier match dont je vous ai parlé. Ça sent le chaos. Hein, donc rien que pour ça, ça peut être cool. Donc, je vous attire l'attention sur ce combat-là. N'hésitez pas à aller le voir si vous n'aviez pas prévu de le faire. Je pense que ça peut être un combat assez fun de la soirée. Plus intéressant, le combat dont je vais vous parler maintenant entre David Dvorak et Jordan Espinosa. Donc là, les cotes des bookmakers sont quasiment équivalentes. Donc il n'y a pas de favori. Dvorak, c'est un Slovaque qui fait ses débuts à l'UFC. C'est quasiment un vétéran, on pourrait dire, du circuit européen, de la scène européenne. Mais il a seulement 28 ans. Il a 18 victoires, 3 défaites seulement. Très solide partout. Donc ça va être un match pour voir un peu de quoi il est fait. Et il affronte un gars qui a quand même déjà 4 matchs à l'UFC, Jordan Espinosa, 2 victoires, 2 défaites. Et qui est quand même solide un peu partout aussi. Donc ça va être un match assez serré a priori. Mais imaginons que Dvorak... Parce que Espinosa, c'est pas très intéressant s'il gagne. Mais si Dvorak gagne de façon relativement impressionnante et imposante, on pourra se dire, attention, peut-être que on sous-estime ce gars-là parce qu'on ne connaît pas du tout les gars qu'il a battus jusqu'à maintenant. Mais il est peut-être potentiellement dangereux. Donc là aussi, intéressant de voir un gars qui arrive et qui pourrait être un gars qui compte dans la catégorie. D'ailleurs, je dis la catégorie, c'est quoi comme catégorie? Je ne l'ai pas noté, mince. Eh bien, je ne l'ai pas sous le coude. Je sais que c'est dans les catégories plutôt genre lightweight ou featherweight, je sais plus. Ça doit être une des deux. Je ne l'ai pas noté, malheureusement. J'ai mal fait mon travail. Et puis, dans la carte préliminaire, le combat le plus intéressant, à mon sens, c'est pas le combat le plus intéressant en soi, mais c'est le prospect le plus intéressant du groupe. C'est Miguel Baeza qui affronte Jeremiah Wells. Il devait affronter Mickey Gall. Mickey Gall, c'est le gars qui avait battu CM Punk pour les débuts de CM Punk à l'UFC, pour info. Qui n'est pas extraordinaire, Mickey Gall, mais qui est un bon combattant. Et Baeza, c'est un très très gros prospect. Enfin, on va dire niveau 6 sur 10 en termes de prospect. Je vous ferai, je pense, bientôt une vidéo sur les plus gros prospects, à mon sens, dans le MMA. Parce qu'il y a vraiment plein de monde. Qu'on oublie et tout, vraiment. Et puis ce serait cool de faire ça parce que du coup, si on regarde ma vidéo dans 2 ans, on se dira ah ouais, putain, lui, effectivement, il a fait un truc. Alors lui, pour le coup, c'est un gros flop. Donc il faudrait que je fasse ça, peut-être mes 10 prospects les plus gros dans tout le MMA ou les 15 peut-être. Je vais faire ça, je pense, la semaine prochaine, si j'ai le temps ou tout bientôt. Et donc Miguel Baeza, c'est un prospect, il a 28 ans, il est invaincu, 9 victoires, 9 combats, 9 victoires, pardon. Dont 7 de ces 9 victoires par KO. Donc un striker très confiant. Et des prospects strikers, il n'y en a pas tant que ça, si je fais ma liste. Et lui, il en est un. Il a une très bonne boxe, très fort sur les low kicks. Mais il n'a pas encore été testé sur du grappling et au sol. Du coup, je ne peux pas m'emballer sur lui. Je pense pas nécessairement que c'est dans ce combat-là qu'il va être testé. Il affronte un vétéran. Je crois qu'il est britannique, Jeremiah Wells. Je n'ai pas regardé son nom. Qui est plutôt grand, plutôt bon debout. Je ne sais pas trop s'il va aller se lancer dans essayer de le mettre au sol, mais ça me paraîtrait être une bonne technique parce que Baeza, il est explosif. Et une très bonne boxe. Je pense que Baeza va gagner par KO. C'est ce que pronostiquent les bookmakers aussi. La cote est de 1,33. Ça vaudrait presque le coup de mettre victoire de Baeza par KO. Donc avant la fin, par finish quoi. La cote serait un peu meilleure. Tiens, je peux aller voir vite fait. Ça serait quoi la cote si on pariait comme ça. Mais ça semble plus probable. Est-ce que j'ai cette cote là? Ben non, je ne l'ai pas tout de suite. Bon, mince. Enfin bon, je pense que la cote doit monter dans les 1,80 à 90 minimum, donc ça devient intéressant de parier dessus éventuellement. Mais voilà, surveillez donc, je répète, Miguel Baeza, David Dvorak potentiellement, Randy Costa potentiellement et TJ Laramie. Surtout Laramie et Baeza, c'est vraiment 2 prospects qui pourraient devenir intéressants dans ces catégories de poids mineurs. Là, c'est pas des poids très très lourds. Voilà, Laramie, ça doit être chez les featherweight. Ouais, donc c'est que des cas de poids mineurs principalement. Je crois, quoique Randy Costa, il est peut-être un peu balèze, il est peut-être chez les middleweight, je sais plus. Bon, bref. J'ai pas noté les catégories de poids sur certains combats, là, c'est des combattants que j'ai pas beaucoup vus, j'ai juste été me renseigner, je vais être honnête. Mais il semblerait qu'il y a moyen que ça devienne des trucs. Donc j'aime bien regarder ces combats-là dans le fait de me dire, je vais peut-être découvrir des gars qu'après je vais vouloir suivre. Et ça me fait toujours plaisir, parce que plus j'ai de mecs à suivre, plus j'ai de combats qui m'intéressent, et plus je kiffe ma vie, en fait. Voilà. Alors, pour la carte principale, il y a quand même 5 combats vraiment intéressants, ce qui est rare pour un Fight Night. Je commence avec un combat féminin, avec un cas qui m'intéresse beaucoup, parce que j'adore le jiu-jitsu brésilien, personnellement, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et il y a un combat entre une spécialiste géniale de jiu-jitsu brésilien, Mackenzie Dern, qui affronte Randa Marcos. Mackenzie Dern, c'est peut-être la meilleure pratiquante de jiu-jitsu brésilien de tout le roster de l'UFC féminin. Elle a gagné 3 fois à Abu Dhabi, 2 fois championne du monde. Elle a énormément d'expérience en jiu-jitsu brésilien. Et elle va affronter une vétérante,
non, une vétérane, sûrement ça doit dire comme ça, enfin bref, une fille qui a beaucoup d'expérience en MMA et même à l'UFC, qui est solide un peu partout, mais qui n'est pas incroyable. Donc c'est un très bon test pour voir un petit peu de quoi est faite Mackenzie Dern, qui est actuellement à 8 victoires, 1 défaite en MMA. Mais elle a que 27 ans, cette défaite, c'est contre une fille qui est quand même forte. Donc ça reste un prospect intéressant, enfin une prospect. Je suis curieux de voir si on voit une évolution dans son jeu de MMA et dans le fait de voir si elle intègre son point fort, le jiu-jitsu brésilien, mieux dans un combat. Mais ça sent quand même la victoire par soumission de Mackenzie Dern. Sa cote est de 1,60, donc elle est favorite des bookmakers. Si vous pariez sur une victoire d'elle par soumission, ça devient très intéressant, même si ça peut être risqué au niveau du prono. Mais c'est ce que je pronostique. Victoire de Mackenzie Dern par soumission. En tout cas, je l'espère parce que j'ai envie de voir des prospects s'affirmer dans cette catégorie et chez les femmes d'une manière générale pour qu'on ait un petit peu de talent, comme ça, des filles à suivre. Parce que c'est vrai que, mine de rien, que ce soit les flyweight masculins ou les divisions féminines, c'est les catégories de poids où j'ai le moins de combattants ou combattantes que je suis qui m'intéressent. Donc là, s'il y en a une qui pouvait se déclarer, ça me ferait plaisir. Et je pense que ce sera le cas. Ensuite, il y a un combat explosif qui s'annonce entre Johnny Walker et Ryan Spann. Alors là, Walker, c'était un très gros prospect, le mec un peu en feu il n'y a pas longtemps. Il avait enchaîné des victoires par KO expéditif. C'est chez les light heavyweight en plus, donc c'est une catégorie de poids où il n'y a pas une profondeur de roster incroyable, donc tu peux vite monter les échelons. C'est ce qu'il avait fait, il s'était retrouvé contre Corey Anderson, un combattant assez dangereux. Il avait été stoppé net par KO. Et donc le voici de retour. On va voir si la magie un petit peu de ce truc peut être rallumée. Je pense que ça serait le cas s'il mettait un KO rapide, parce qu'il affronte quand même quelqu'un qui est très dangereux. Ryan Spann, il est sur 8 victoires consécutives, donc 4 à l'UFC, quand même. Même s'il n'a pas été très impressionnant, on sent que c'est très 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 solide. Il a une grande allonge, tout comme Walker. Du coup, ça c'est intéressant parce que Ryan Spann, qui a peut-être l'habitude d'avoir l'avantage d'allonge, cette fois-ci il ne l'aura pas. Ça peut sentir le chaos. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Je ne sais pas trop quoi pronostiquer ici parce que c'est des deux côtés assez solide. Et je pense que le vainqueur affrontera un membre du top 10, un combattant connu, un minimum. Voire un membre du top 5 si ça se fait sur un coup d'éclat. Si c'est Johnny Walker qui met un KO rapide, la hype pourrait revenir un petit peu. On pourrait se dire, ok, il a perdu contre Corey Anderson, mais il reste quand même très dangereux. Bon, ce prospect, il est jeune. Et Ryan Spann, ça lui ferait quand même 9 victoires consécutives, donc 5 à l'UFC. Au niveau du résumé, hein, du CV du mec, on sera obligé de se dire attention. Donc ça, c'est un combat chez les light heavyweight vraiment intéressant, d'autant que c'est une catégorie de poids qui manque un peu de 109, de mecs un peu excitants qui montent. On a le Tchèque là, Prochaska, qui a fait une belle impression en battant par KO Özdemir. Si on pouvait en avoir un autre ici, ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, pourquoi pas faire l'affrontement entre le vainqueur de ce match et Prochaska. Mais voilà, il y a des combats qui montent dans cette catégorie, des combattants, pardon. Et là, il y en a deux qui se rencontrent, donc c'est quand même intéressant. Combat suivant, alors là, je vais détailler un peu plus, parce que c'est super intéressant. C'est le combat entre Khamzat Chimaev et Gerald Meerschaert. Alors beaucoup de gens parlent de Khamzat Chimaev comme un futur champion potentiel. Je suis de cet avis, je pense qu'il a vraiment été tellement impressionnant, tellement dominant dans tous ses combats jusqu'à maintenant. Il a 8-0, invaincu donc, à 26 ans seulement. Sur ses 8 victoires, il y en a 5 dans le premier round. Sa méthode de je te mets au sol et je te martyrise au sol jusqu'à ce que tu craques semble imparable. Et là où il est ouf, ce mec-là, c'est qu'il combat autant. Il a fait autant de combats chez les middleweight que chez les welterweight. Autant chez les welterweight, il semble avoir un avantage de puissance et d'allonge, parce qu'il est grand pour la catégorie, qui fait de lui vraiment une terreur. Parce qu'avoir une grande allonge, ça aide pour les takedowns, tu peux aller chercher des double legs plus facilement, tout ça. Je pense que chez les middleweight, il va peut-être coincer un peu plus. Et ce match-là, c'est chez les middleweight contre un putain de vétéran brawler hyper dur au mal. Meerschaert, il est dur à finir. Il va pas craquer mentalement. Donc Khamzat, à mon avis, devrait gagner. Mais il va peut-être être testé un peu plus davantage. Et justement, si il le balaye comme si c'était les mecs qu'il a affrontés jusqu'à maintenant et que c'est pas plus difficile pour lui, alors là, vraiment, attention. Parce qu'il est chez les middleweight, donc il est censé avoir un peu plus de mal physiquement. Et il est contre un gars qui a quand même beaucoup plus d'expérience et qui est complet, qui est bon partout. Alors, c'est pas un tueur, hein. Meerschaert, il n'est pas vraiment dangereux. C'est un mec qui fait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Il a pris des KO. Il n'est pas spécialement dangereux. Mais vraiment, il a une mentalité qui devrait poser plus de problèmes, on va dire. C'est pas un gars qui va craquer. C'est pas un gars qui va se dire « Ouh là là, c'est quoi ce bordel, c'est trop dur l'UFC » ou je sais pas quoi. Il en a rien à foutre. Et en plus, Meerschaert a déclaré qu'il trouvait ça insultant que l'UFC prépare déjà le prochain booking de Chimaev
2 semaines plus tard contre Demian Maia, alors qu'il a un match contre lui. Donc il va être aussi dans cette mentalité, même si je perds, si j'arrive à blesser Chimaev au point où il ne peut pas faire son combat derrière, j'aurai quelque part gagné. Donc il doit être extrêmement motivé, et ça va être super intéressant. Et puis de toute façon, on a envie tous de savoir là si Khamzat Chimaev va vraiment être le prospect qu'on attend. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore le qualifier de prospect parce que c'est un potentiel qu'on attend de voir confirmé. Et peut-être que ce match-là, ça va être le moment où on va confirmer ça. Donc c'est vraiment cool à voir. Et puis voir un gars qui a une aura spéciale, une mystique autour de lui, une hype autour de lui, clairement, c'est toujours hyper intéressant. Donc ce combat-là est un des combats qui m'intéresse le plus de la carte. C'est peut-être même le combat qui m'intéresse le plus de la carte, pour tout dire. Même si ça va pas être le plus compétitif. Donc Khamzat est méga favori. Sa cote est de 1,26. Je pense que sa cote de victoire avant la fin, avant la décision, elle doit être du style 1,40, 1,50. Donc vraiment, il est méga favori pour gagner soit par KO, soit par soumission. On peut pas trop dire entre les deux parce qu'il peut très bien prendre une soumission si l'autre est sonné et gagner par soumission, mais ça sera quand même venu par le grappling et le ground and pound. Je serais curieux de voir Chimaev rester un peu debout. J'ai du mal à évaluer ses skills debout et Meerschaert n'est pas mauvais dans le domaine. Je pense pas qu'on le verra trop. Peut-être contre Demian Maia, on verra ça parce qu'il aura peut-être plus de doutes quant à l'intérêt d'aller au sol. Mais pour ça, il faut qu'il batte Meerschaert sans prendre de dégâts pour pouvoir avoir le feu vert des médecins et enchaîner dans 2 semaines. Donc on verra. Combat suivant, très intéressant aussi, pour d'autres raisons, Donald Cerrone contre Nico Price. Alors, Donald Cerrone, si vous ne connaissez pas trop l'UFC, c'est le recordman du nombre de combats à l'UFC, c'est le recordman du nombre de victoires à l'UFC, c'est le recordman du nombre de finishes à l'UFC, c'est-à-dire de victoires avant la décision. Il est quand même à 36 victoires, 15 défaites, c'est juste hallucinant le nombre de combats. Il n'y a que Overeem qui doit être dans les mêmes eaux aujourd'hui. Peut-être Masvidal aussi. Il y a 3-4 mecs comme ça qui ont un nombre de combats, tu te demandes ce qu'ils ont fait. Ceci dit, Cerrone, avec tout le crédit, tous les skills qu'il a, c'est quand même un gars qui est resté dans le top 10 des meilleurs lightweight ou welterweight pendant très 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 longtemps dans sa carrière, depuis un truc du style 2007-2008 où il a été commencé à être très coté. Mais il reste sur 4 défaites, dont 3 KO. Ça sent la fin pour lui. Et une défaite ici contre un gars comme Nico Price qui est pas un mauvais combattant du tout, qui est quand même dangereux, qui est quand même bon, qui semble avoir un potentiel, mais il n'est pas ouf. C'est un gars qui fait une victoire, une défaite en ce moment. Les défaites, c'est contre des mecs vraiment bons, comme Geoff Neal ou Vincent Luque, qui sont des gars qui sont un peu en dehors des radars, mais qui sont vraiment cool. Vincent Luque, je l'aime beaucoup, par exemple. C'est vraiment un striker super fun à voir, très dur au mal. Donc ça peut être une relance pour Cowboy, parce que si Cerrone gagne, il efface un petit peu son match. Et contre Pérez, là, le dernier match où il a perdu, je leur ai donné vainqueur, donc c'était très serré. Donc, enfin, peut-être pas, remarque, je sais pas, c'était serré, mais bon. En tout cas, c'était serré. Il n'est pas complètement cuit, Cerrone, mais ça va être quand même compliqué. C'est très intéressant de voir parce que ça peut être le début vraiment de la fin pour Cerrone. Je pense pas que ce sera son dernier combat à l'UFC. Ça peut être éventuellement un avènement pour Nico Price qui pourrait se relancer un peu dans sa carrière, qui a été un peu, à un moment donné évoqué comme un prospect intéressant. Et ça risque d'être un combat très spectaculaire. C'est souvent un combat, les combats de Cerrone sont souvent spectaculaires. Donc celui-là, il n'a pas manqué. C'est le co-main event. Et puis Cerrone, c'est une telle légende, il ne faut pas louper des combats avec lui. Il n'en restera pas forcément une dizaine, quoi. Quoique, qui sait. Et puis enfin le main event, Colby Covington contre Tyron Woodley. Alors là c'est génial parce que c'est un match très très compétitif chez les welterweight, mais surtout avec une hit entre les deux qui est exceptionnelle. Ils se détestent tous les deux, ils ont un trash talk quand même assez cool tous les deux, une attitude qui est assez contrastée. C'est deux des mecs les plus détestés de l'UFC aujourd'hui. Woodley, je sais pas vraiment pourquoi, pour tout dire, parce que je trouve que ça a été quand même un champion intéressant, qui a toujours une approche tactique intéressante, à défaut d'être efficace dans ses combats. Parfois, ça fait des combats chiants. Parfois, ça fait des combats où il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'était intéressant quand même. Je pense notamment contre Stephen Thompson. Mais le problème de Woodley, c'est qu'il reste sur des grosses défaites. Il s'est fait rouler dessus comme une merde par Kamaru Usman. Et vraiment, on a rarement vu un mec prendre le titre de façon aussi autoritaire que Kamaru Usman sur Tyron Woodley. Et quand je dis rarement, je pense que même Conor McGregor qui met José Aldo KO au bout de quelques secondes, c'est pas aussi autoritaire parce que tu peux toujours te dire c'est un lucky shot ou quoi. Là, il a pris une décision où c'était des 50-44. Enfin, non seulement il a perdu tous les rounds, mais il a pris des 18. Enfin, il s'est fait défoncer. Ensuite, il a perdu contre Gilbert Burns. Pareil, il n'a pas vu le jour. Il s'est fait complètement dominer dans tous les domaines. Et surtout, là où c'est inquiétant, c'est qu'on a... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Contre Gilbert Burns, on a vu dans ses yeux le truc un peu où il lâche, quoi. On a l'impression qu'il a lâché.
Et même contre Ousmane, quand il y a la décision, t'as l'impression que ça l'a pas affecté plus que ça, il a pas l'air dégoûté ou quelque chose. J'ai l'impression, tout ça traduit le fait qu'il a perdu la flamme du combat. Et donc je pense pour ça que Colby Covington doit pouvoir le battre de façon très autoritaire, d'autant que stylistiquement, Woodley c'est quelqu'un qui est explosif et qui peut vite se fatiguer si le rythme du combat est très élevé. On l'a vu contre Ousmane, il avait plus de révolte au bout de 3 rounds parce que il était crevé et puis il a rien pu faire au départ. Colby Covington, il aime bien mettre la pression et faire du volume, que ce soit en striking ou en grappling. Je pense que il sent que ça a été compliqué contre Ousmane de faire que du striking, donc je crois que là il va remélanger striking et grappling. D'autant qu'il a dû regarder le fait que Gilbert Burns a fait ça et que ça a été très efficace. Donc je m'attends à ce que Woodley subisse un match un peu comme contre Gilbert Burns, ou si vous voulez que Colby Covington fasse ce qu'il a fait à Robbie Lawler, et qu'il roule dessus Tyron Woodley qui gagne les 3 rounds et qui gagne par décision unanime très nette. C'est ce que je pense. Maintenant, attention, parce que je disais que Tyron Woodley avait perdu la flamme du combat, et là il y a une telle haine entre les deux que je n'exclus pas l'idée que ça ait rallumé un petit peu Tyron Woodley qui se dit là je suis dos au mur, si je perds c'est la grosse merde, si je perds les gens vont peut-être s'attendre à ce que je prenne ma retraite. C'est possible que Tyron Woodley prenne sa retraite après ça parce qu'il a mis de l'argent de côté, il a d'autres business, donc il n'est pas forcément après l'argent aujourd'hui, enfin pas plus que ça. Je pense qu'il a fait son gagne-pain et il a d'autres business. Mais je pense que ouais, il peut très bien se dire attention, ce match-là, je veux pas le perdre parce que je peux pas saquer ce blaireau de Colby Covington. Il a même déclaré récemment je suis prêt à perdre un point auprès des juges pour mettre un low blow à cet enculé. En gros, je me permets des gros mots, hein, vous avez compris. Je pense pas forcément qu'il le fera, mais là encore, je crois que c'est hier, il a déclaré qu'il n'y aura pas de poignée de main entre les deux. C'est vraiment voilà. Et Tyron Woodley s'est entraîné pour ce combat spécialement avec Jorge Masvidal. Jorge Masvidal, l'ancien partenaire d'entraînement de Colby Covington, ils se connaissent super bien. Colby Covington et Masvidal, c'était des potes et tout. Enfin, ils ont été longtemps ensemble. Du coup, attention, parce que Masvidal a pu peut-être donner des pistes à Tyron Woodley. C'est quand même un maître tacticien stratégique, tactique, striking, Masvidal. Et Woodley a quand même des skills. Attention, hein. Faut pas oublier que ce mec-là, il n'y a pas si longtemps que ça, il a battu des mecs comme Darren Till. Donc attention. Donc ça peut s'avérer être une surprise et un match plus dangereux que prévu. C'est pour ça que je vais sûrement pas parier dessus, parce que la cote... Moi, je pense que Covington va gagner, mais il est coté à 1,31. Donc il n'y a pas d'argent à se faire en pariant dessus. Et Colby Covington, je l'aime pas plus que ça. Je suis plutôt pour lui dans ce combat parce que je trouve que ça serait plus intéressant pour la suite que Colby gagne. Mais je peux pas dire que je sois pour Colby Covington. Donc j'ai pas envie de parier dessus pour ça non plus. J'ai envie de regarder le combat de façon libérée. Ça sera super intéressant de toute façon. Des fois je parie aussi pour me donner un peu d'excitation sur des combats qui sur le papier sont pas... Voilà. Mon pronostic c'est que Colby gagne en roulant sur Woodley, mais j'exclus pas le fait que Woodley oppose une résistance plus importante. En fait, moi, tel que je vois le combat, je pense que Woodley va rentrer dans le combat avec cette détermination-là, mais je pense qu'il a fondamentalement perdu la flamme du combat en lui, et je pense que face à l'adversité que Colby va lui poser, il va craquer à un moment donné, il va lâcher l'affaire psychologiquement, et il va finir le match, entre guillemets, ridiculisé. Et je suis pas... J'exclus vraiment pas que Tyron Woodley prenne sa retraite après ce combat, parce que là, il perd contre Ousmane de façon entre guillemets humiliante. Contre Burns, pareil, vraiment, il n'a pas vu le jour. Contre Colby, s'il prend la même chose, ça ferait 3 grosses défaites de suite pour un mec qui a été champion, c'est dur à avaler. Ou alors Woodley va se dire, je change de catégorie de poids, je sais pas, mais il va falloir qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce que sinon, là, il va affronter un mec qui est classé 10, 12e, ça va être dur pour lui de se remotiver, le mec va avoir faim d'affronter un ancien champion, ça peut être vite la grosse merde. Ils vont lui mettre Khamzat Chimaev ou un truc, imagine un petit peu, enfin bon. Bref, donc... Combat très intéressant parce qu'en jeu complètement différent pour les autres, pour les deux, parce que Colby, s'il gagne, il se relance pour avoir un rematch contre Ousmane, voire contre le vainqueur du match Ousmane-Burns. J'exclus pas que Burns batte Ousmane, qui sait. Il y a Chimaev qui monte, Colby a peut-être envie de rester dans les plans, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Chimaev contre Colby, ça pourrait être hyper intéressant plus tard. Je pars du principe que Chimaev pourrait gagner. Donc voilà, gros main event, super intéressant. Combat qui aurait pu faire un co-main event vraiment pertinent dans une carte de pay-per-view. Voilà, derrière un title shot, un title match par exemple. Donc vraiment, très belle carte de Fight Night. Je suis très hypé pour ça. Si la soirée donne quelque chose de pertinent, il y a des choses à raconter et tout, j'exclus pas de faire un recap de ça en début de semaine prochaine. Parce que je le regarderai dimanche, ce show. Ou voire dimanche, qui sait.
Et puis bah, sinon, je vous retrouverai pour par exemple une vidéo sur les meilleurs prospects dans le monde du MMA actuellement, à mon avis. Voilà un petit peu. J'écoute vos avis. J'espère que vous avez des avis, notamment contradictoires sur ce que je dis, des réactions en tout genre. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye.